Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le collège électoral est convoqué le dimanche 29 juillet 2018 pour élire le futur président de la République du Mali. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le samedi 7 juillet 2018 à 0h et sera close le vendredi 27 juillet 2018 à minuit. Pour parler de ce processus électoral, où en sommes-nous avec les préparatifs des élections, nous avons fait appel à deux personnes. Il s'agit du général Siaka Sangaré, délégué général aux élections, et Tieblin Dramé, président du parti Parena et un des leaders de l'opposition. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Cette première question à vous, monsieur le général Siaka Sangaré, délégué général aux élections. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les préparatifs des élections? Merci bien, monsieur Touré. Je voudrais tout d'abord dire un bonsoir à nos téléspectateurs ou à nos auditeurs. Les deux. Et vous remercier de m'avoir associé à cette rencontre au cours de laquelle effectivement nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est en fait le processus électoral de 2018. Comme vous le savez, tout processus électoral se décompose essentiellement de trois étapes, sinon trois périodes. La période préélectorale, la période électorale, la période post-électorale. Nous sommes actuellement dans la période préélectorale et qui est marquée par un certain nombre d'événements, dont le plus important, le premier et le plus important est la définition du cadre juridique. Et je dis souvent que le cadre juridique, c'est le contenant et le processus électoral, c'est le contenu. Donc, nous avons passé cette étape par la grâce de Dieu et par la volonté de tous les acteurs politiques, institutionnels et non institutionnels, à travers la relecture de la loi électorale il y a exactement une dizaine de jours. Et ensuite, l'autre étape, la plus importante aussi, c'est l'établissement des listes électorales pour constituer le fichier électoral qui est le socle, en fait, de tout le processus électoral. C'est à partir des listes électorales, je vais dire du fichier électoral, qu'on va connaître le nombre d'électeurs, le nombre de bureaux de vote, qui vont permettre de définir la quantité de bulletins à imprimer, le nombre d'isoloirs. C'est pour cela que je dis en fait que le fichier électoral est le socle. Et depuis le mois d'octobre, cette phase a commencé par la révision ordinaire qui a pris fin le 31 décembre 2017. Ensuite, s'en est suivi une révision spéciale pour prendre en compte les jeunes majeurs qui avaient été enrôlés au mois de novembre. Et ensuite, nous avons procédé à la mise à jour du fichier électoral et qui a été suivi d'un audit à la demande de la classe politique et qui s'est terminé plus précisément le vendredi. Donc je peux dire aujourd'hui que nous avons un fichier électoral, nous avons un cadre juridique et maintenant il faut aller vers la confection des cartes d'électeurs et certainement la mise en place, enfin la réalisation des autres documents et le déploiement de l'ensemble du matériel sur le territoire national. D'accord. Vous avez parlé de ces deux étapes déjà qui sont franchies. Vous les avez franchies, mais est-ce que vous les avez réussies également? Ce n'est pas à nous peut-être de nous auto-évaluer. Il s'agit pas aux autres de faire une évaluation. Mais nous pensons que la définition du cadre juridique a été menée dans un cadre consensuel. Le ministère de l'administration territoriale, l'ensemble des acteurs politiques, également de la société civile, se sont mis ensemble pour procéder à une relecture consensuelle de la loi électorale. Et ce qui est extrêmement important, ça c'est fondamental.
Pour ce qui concerne le fichier électoral, j'en suis le premier responsable et je souhaiterais que les autres apprécient. Mais si je devrais me référer à l'audit qui avait été demandé par la classe politique et plus précisément l'opposition, je peux dire que nous avons franchi ces étapes et que nous pouvons aller de l'avant. D'accord. M. Tcheblin Dramé, vous êtes président du PARENA et un des leaders de l'opposition. Quel est votre constat de ces préparatifs des élections, de l'élection présidentielle, bien sûr? Écoutez, l'élection présidentielle, comme chacun le sait, aura lieu le 29 juillet, pour ce qui concerne le premier tour. Nous sommes exactement à 89 jours de cette élection capitale pour notre pays, parce qu'il s'agit du renouvellement de l'homme ou de la femme qui a une importance sur la vie du pays, sur la marche du pays. Donc c'est une élection capitale. Ce que je constate, c'est qu'à 3 mois de l'élection présidentielle, la loi électorale a été promulguée seulement le 23 avril par le président de la République. Donc elle est entrée en fonction ce jour-là, juste à 3 mois de l'élection. Et que l'audit du fichier électoral qui vient de se terminer, un compte rendu a été fait le vendredi 27 avril, soit à 3 mois encore de l'élection. Donc deux documents qui sont importants, capitaux, c'est la loi électorale, c'est le cadre juridique dont parlait le général, mais c'est aussi l'audit du fichier pour renforcer la confiance des acteurs dans l'instrument de base, l'instrument fondamental du fichier. Tout cela arrive de notre point de vue un peu plus tard. En vérité, le gouvernement du Mali n'a commencé à préparer cette élection présidentielle qu'à partir du mois de janvier 2018. Ce qui est court, depuis 5 ans, nous savons que le président doit être renouvelé en 2018. Les préparatifs auraient dû commencer une année et demie, 2 ans avant. La vérité, c'est que ce gouvernement ne s'attendait pas à tenir d'élection en 2018. Pour la simple raison, vous savez, que l'année dernière, à partir du mois de juin, le président de la République a engagé une révision constitutionnelle. Et dans ce projet de révision constitutionnelle, les gens de Koulouba, de la présidence, avaient glissé subrepticement dans le projet un article 36 nouveau qui disait ceci. En cas de force majeure, le président actuel resterait en place jusqu'à l'élection de son successeur. D'accord, mais pourquoi, maintenant que le gouvernement s'est lancé dans la préparation de ces élections, que pensez-vous de ces préparatifs? En vérité, si leur référendum avait réussi, il n'y aurait pas eu d'élection cette année. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé avec beaucoup de retard. C'est indiscutable. Le fichier vient d'être audité seulement aujourd'hui, vendredi. La loi électorale vient d'être adoptée, promulguée seulement le 23 avril. Vous voyez que le calendrier est extrêmement serré. C'est le signe d'autorité d'un gouvernement et d'un président qui n'avait pas prévu d'organiser cette élection présidentielle importante. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans des délais presque intenables. Parce que là, maintenant, il faut faire les cartes d'électeurs. Est-ce que êtes-vous en train de dire qu'on ne peut pas tenir l'élection présidentielle le 29 juillet? Je pense que cette question-là, c'est le gouvernement qui doit répondre. Ce qu'ils font jusqu'ici, c'est du wishful thinking, c'est-à-dire dire ce qu'ils souhaitent. Et la réalité est là. La réalité est que nous n'avons plus que 89 jours pour accomplir encore un certain nombre d'actes importants, dont l'impression de cartes d'électeurs. Peut-on organiser l'élection présidentielle dans ce délai de 89 jours? Vous savez que nous, malgré les retards qu'ils ont accusés, nous, opposition, nous souhaitons qu'il y ait élection. Parce que notre loi fondamentale ne prévoit absolument rien en cas de non-tenue de l'élection. Faites attention, chers messieurs, parce que le fichier électoral, la loi électorale ne sont pas les seuls éléments de la tenue d'une élection. Il y a d'autres facteurs importants tels que l'environnement électoral. Avant de parler de cela, mais déjà, que pensez-vous de l'audit du fichier électoral? Alors moi, j'étais présent vendredi quand les experts internationaux ont présenté au chef du gouvernement. Ils nous ont invités, je crois, quelques représentants de l'opposition. Je ne sais pas si la majorité était là. En général, elle ne se sent pas concernée par ces choses. Elle a boycotté le travail des experts. Et je ne sais pas si les principaux responsables... Je n'ai vu aucun responsable de premier plan de la majorité vendredi 27 à la remise du fichier. Ce que nous avons relevé ce jour-là, c'est que les auditeurs ont arrêté le nombre d'électeurs pour cette année à 8 462
C'est 8 462 000. Et nous avons d'ailleurs souligné, le Premier ministre ne nous a pas laissé l'occasion d'un débat, mais nous avons souligné aux auditeurs que ce chiffre est exactement celui que le délégué général aux élections avait consigné dans un papier. Donc l'audit n'a pas permis de déceler le moindre doublon, le moindre cas de décès susceptible d'être retranché de ce chiffre de 8 462 000 électeurs. C'est une question que nous avons posée et elle est assez préoccupante. Parce que personne ne peut nous dire qu'au Mali, l'année dernière, au cours de cette année, il n'y a pas eu de mort. Nous avons même donné le nom de morts illustres, de personnalités connues qui sont mortes et qui se trouvent dans le fichier électoral. C'est un problème. Je pense donc, quand vous me posez la question sur la qualité du travail, je pense que c'est d'éminentes personnalités qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays, comme notre délégué général d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays à travers le monde, mais les délais très courts dans lesquels ils ont eu à faire cet audit-là, et la conclusion sur le nombre d'électeurs, conclusion à laquelle ils ont abouti, nous a laissé un peu perplexes. Nous pensons que ce qu'il faut dans un tel contexte, c'est donner, si vous permettez... Tout de suite, vous aurez la parole. Général Sangaré, l'opposition a-t-elle raison d'être perplexe concernant les résultats de cet audit? Oui, mais vous savez, et j'aurais souhaité aujourd'hui que M. Dramé pose ces questions aux auditeurs, que les auditeurs soient là en face de vous pour expliquer exactement ce qu'ils ont fait. Et plus précisément, le président du comité d'audit, M. Sogoba, qui est du Parena. Le président de la commission d'audit et du Parena, du parti de M. Tcheblin Dramé. D'accord. J'aurais souhaité que lui aussi il soit là pour répondre effectivement aux préoccupations de la classe politique et surtout de l'opposition. C'est vrai, on s'interroge sur la durée de 10 jours. M. Touré, j'ai eu la chance et la charge de conduire 10 missions d'audit en Afrique. En Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, en RDC, à Madagascar. La semaine prochaine, Inch'Allah, je serai dans un autre pays pour conduire une mission d'audit. La durée de l'audit varie, dépend des termes de référence. Il a été remis aux auditeurs des termes de référence selon lesquels ils ont mené les investigations pour aboutir à un résultat. Monsieur Dramé, ne faites-vous pas confiance au président de la commission d'audit qui est membre de votre parti? Non, mais attendez, je pense qu'effectivement, le comité d'audit est présidé par la CENI. Monsieur Dagié Sogoba, qui est un de mes amis, un de mes camarades du Parena, est vice-président de la CENI. Il donc représentait la CENI comme président. La question ne se pose pas là. Il y avait les membres de l'opposition et de la majorité. S'il vous plaît, ce ne sont pas les Maliens qui ont conduit l'audit. Il y a des experts internationaux qui ont fait l'audit avec l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs maliens, notamment ceux de la majorité et de l'opposition et de la CENI, avec l'accompagnement de la délégation générale aux élections qui s'est mis à leur disposition. La question n'est pas que j'ai confiance ou pas à Dagié Sogoba, premier vice-président de la CENI, membre du Parena. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que l'audit a été fait par des experts internationaux. La preuve, ce n'est pas Dagié Sogoba qui a présenté le rapport d'audit au Premier ministre. Mais il a présidé la commission. Oui, c'est-à-dire que... oui, c'est cela. Il a présidé la commission. C'est indiscutable. Mais le travail a été fait par des experts internationaux qui en ont l'habitude, semble-t-il. Ce que nous avons souligné, le général Sangaré dit qu'il aurait aimé que ces questions soient posées aux auditeurs. Mais il dira que nous, opposition, Soumaïla Cissé et moi, nous avons posé un certain nombre de questions aux auditeurs, y compris sur la durée de l'audit, y compris sur le nombre d'électeurs sur lesquels ils sont tombés, en même temps que le DGE, dont le document date d'avant l'audit, y compris sur les délais dans lesquels cet audit se fait à 3 mois de l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu de débat. Ce n'est pas notre faute. Notre rôle, c'est poser des questions, c'est faire des observations. Si les experts internationaux n'ont pas eu l'occasion de répondre parce que le Premier ministre a estimé que ce n'était
pas le lieu de débat. En fait, je crois que M. le Premier n'avait pas prévu de débat. Le général va Donc, répondre. L'opposition était un peu un cheveu dans la soupe. Monsieur Dramé, vous aurez la parole tout de suite. Est-ce que vous confirmez ce que M. Tchèblin Dramé vient de dire tout de suite, que les chiffres qui ont été donnés par les auditeurs sont exactement les mêmes qui ont été fournis par la DGE? Oui, je peux dire oui, mais il y a une légère différence. En fait, mais comment expliquez-vous cela? Non, c'est aussi simple. Nous avons élaboré le fichier électoral. Nous avons mis le fichier électoral à jour à la suite des opérations de la révision exceptionnelle. Sans aucune erreur. Nous avons mené nous-mêmes notre audit interne. Je vous l'ai dit, j'ai conduit 10 missions d'audit. Et ce n'est même pas la première fois. À chaque fois que nous terminons le fichier électoral, la mise à jour du fichier électoral, nous faisons une évaluation interne. C'est ce que nous avions fait. Et ce sont les résultats de cette évaluation qui ont été présentés au comité d'audit. Et c'est vrai, sensiblement le même, mais les investigations ont quelque part montré qu'il y avait 2 électeurs, un en Tombouctou et un Gao, qui en fait devraient être radiés, mais ne l'avaient pas été. Et immédiatement, la délégation générale aux élections, les techniciens qui étaient avec les auditeurs ont pris la décision de les radier. Donc, ce qui fait que le chiffre, quand même, n'était pas le même. Mais quand c'est à 2 électeurs près, j'accepte de dire que le chiffre était le même. Mais je voudrais rassurer M. Dramé qu'en fait, nous-mêmes, nous avions déjà fait l'audit. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver autre chose. Le mieux, il faut qu'ils comprennent qu'en fait, il n'est pas dit que ce fichier est parfait. Ce fichier est perfectible. Mais à l'état actuel, les auditeurs, après toutes les investigations, ont conclu que ce fichier est suffisamment fiable pour tenir les élections générales de 2018. Mais ils n'ont même pas dit des élections crédibles, transparentes. Parce que, comme il a si bien dit, le fichier électoral lui seul ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Il y a le scrutin qui doit être inclusif et transparent le jour du vote. Il y a la transmission des résultats, il y a la compilation des résultats, il y a la proclamation des résultats provisoires, il y a la gestion du contentieux électoral. Tout cela rentre dans le cadre du processus électoral. Mais je peux vraiment rassurer M. Dramé que depuis longtemps, la DG électorale, la délégation générale aux élections, a toujours, avec beaucoup de rigueur, vraiment mis à jour le fichier électoral. S'il s'en souvient, quand c'était le fichier RAS en 2008, nous nous sommes remis en cause. Nous avons fait une note, une évaluation, une note technique, mais dans laquelle nous avons identifié et présenté toutes les faiblesses de ce fichier, qui étaient vraiment en déconfiture. Et nous avons fait des propositions pertinentes. Lui-même, il s'est fait le porte-parole à un moment donné. D'accord, M. Dramé, si vous ne faites pas confiance aux résultats de cet audit, qu'est-ce que vous proposez? Je veux dire que les experts n'ont pas été en mesure de nous dire qu'il n'y a pas de morts encore dans le fichier électoral. Et on ne connaît pas la proportion de morts. Monsieur Sangaré vient de dire qu'ils avaient eux-mêmes mené cet audit avant. Oui. C'est ce qui a... Non, si vous permettez, je vais répondre à ce point. Il a raison. On ne peut pas dire au Mali que le fichier électoral ne contient pas de morts. Le fichier, je l'ai dit sur tous les toits, ça c'est l'une des faiblesses. Quand nous présentons le fichier électoral, nous disons qu'il y a la possibilité d'avoir des électeurs décédés dans le fichier. Pourquoi, M. Touré? C'est que dans le temps, avec l'impôt par tête, les gens se pressaient pour aller déclarer les décès, pour aller faire les déclarations des décès, pour ne pas payer les impôts de quelqu'un qui est décédé, l'impôt de quelqu'un qui est décédé. Depuis la suppression de cet impôt, je ne parle pas des grandes villes où, avant d'aller inhumer, on vous exige un certificat. Mais dans les zones rurales, ce n'est plus le cas. Les gens ne déclarent pas les décès. Ce qui fait que des gens qui sont enregistrés, tant que le décès n'est pas déclaré à la commission administrative ou au ministère de l'administration territoriale, mais c'est sûr et certain qu'il y aura des décès qui sont dans le fichier. Mais dans quelle proportion? Il doit le savoir s'il a bien écouté la synthèse du rapport. Les experts sont allés jusqu'à faire une estimation
sur la base du taux de mortalité au Mali, une estimation de l'ensemble des décès de 2013 à maintenant. Et ils ont pris le nombre de radiations, ils ont fait un rapprochement pour dire que, attention, il y a un nombre important, en tout cas, qui devrait être déclaré d'abord et ensuite radié, mais en fait qu'ils ne le sont pas. Ils ont même donné un effectif dans le rapport. D'accord, monsieur Sangaré, le fichier est prêt aujourd'hui, mais quand est-ce que les nouvelles cartes d'électeurs seront prêtes? Oui, ça c'est également une question tout à fait pertinente. Il a raison quand il dit qu'aujourd'hui, le temps presse, c'est vrai. Et j'ai failli ne pas venir à votre émission là, parce que nous sommes en train de préparer une mission pour aller faire les cartes d'électeurs en France. Vous savez, d'abord, pourquoi les cartes d'électeurs? Et la classe politique, tous les acteurs sont convenus qu'effectivement, il faut aller vers les cartes d'électeurs. D'abord, la carte NINA n'indique pas le lieu et le numéro de bureau de vote. Ensuite, il y a une polémique autour de 900 000, de la gestion des 900 000 cartes d'électeurs. Ensuite, il y a beaucoup d'électeurs qui ont perdu leur carte NINA, je veux dire, leur carte NINA. Et il se trouve même qu'au nord, la guerre a détruit beaucoup de cartes NINA, les stocks de cartes NINA qu'il y avait. Également, il y avait certains aussi qui avaient déchiré leur... L'utilité de la carte d'électeur est reconnue aujourd'hui, oui, mais est-ce que tout le monde pourra avoir ces cartes d'électeur? Mais je vous donne, je vous le dis, nous sommes en train de prendre les dispositions. Entre-temps, parce qu'il fallait d'abord voter la loi électorale qui réinstaure la carte d'électeur. Mais Général Sangaré, vous êtes en train de prendre des dispositions, mais la confection des cartes d'électeurs n'est pas encore... Si vous me permettez, je voudrais vraiment vous mettre à l'aise, vous-même me mettre à l'aise aussi, M. Dramé. Entre-temps, avant que la loi ne soit votée, le ministère de l'administration territoriale a anticipé, a fait des explorations et a pu identifier une société, une entreprise française, l'Imprimerie nationale de France, qui a offert des garanties de sécurité et de célérité. Et j'ai dit entre parenthèses que cette entreprise nationale avait déjà fait dans le temps les cartes d'électeurs du Mali, je crois 3 ou 4 fois même. Donc, qui a donné un calendrier. Si vous nous amenez le fichier électoral à telle date, le 30 ou au plus tard le 2 avril, nous sommes en mesure de vous livrer les dernières cartes d'électeurs au plus tard le 20 juin. Ils avaient dit d'abord le 25. Nous avons discuté et nous avons fait des analyses. Ils ont ramené au 20 juin. Le 20 juin, les dernières cartes d'électeurs sont au Mali. Et entre le 20 et le 25, elles sont déployées sur l'ensemble du territoire national. Et même certainement, même à Kidal, évidemment. Et à partir du 25 juin jusqu'au 25 juillet, ça fait un mois, on va procéder à la distribution des cartes d'électeurs avec des mesures d'accompagnement. Les réfugiés et les déplacés aussi bénéficieront de ces cartes d'électeurs? Qui sont sur les listes électorales, notamment les réfugiés qui sont en Mauritanie. Mais qu'est-ce qui est fait pour que les autres réfugiés puissent figurer sur la liste électorale? Non, attention, le problème des réfugiés n'est pas aussi simple que vous le pensez. D'abord, pour aller recenser les réfugiés, les règles en la matière ne le permettent pas. Il faut qu'ils soient volontaires, qu'eux-mêmes ils acceptent. Déjà en 2013, nous avons procédé à... Nous sommes partis au niveau des camps de réfugiés. Ceux qui étaient volontaires ont été recensés. Et je vous dis qu'en 2013, il y a 10 000 réfugiés qui ont pu voter. Et il faut aussi rappeler qu'il y a une partie de ces réfugiés enfin, qui est retournée. Mais il y a encore d'autres et qui sont sur les listes électorales et pour lesquelles les dispositions sont prises pour qu'ils puissent voter, notamment les réfugiés qui sont en Mauritanie. Êtes-vous convaincu par ces mesures, M. Dramé? Les cartes d'électeurs sont imprimées à partir du fichier électoral. Audité. À partir du fichier électoral audité. De mon point de vue, le fichier électoral, l'audit du fichier électoral, après l'audit, le fichier électoral aurait dû être remis aux acteurs politiques, aux partis politiques, pour qu'ils fassent éventuellement des observations. Ça, c'est encore d'actualité. Mais malheureusement, dans la course que nous avons, parce qu'on a commencé à préparer cette élection avec beaucoup de retard, vous êtes en train d'engager l'impression des cartes d'électeurs à partir d'un fichier électoral qui contient des morts, un nombre important de morts. L'incidence de cela, c'est quoi? Donc, il va y avoir des cartes d'électeurs de morts le jour du scrutin, à la discrétion des autorités administratives qui les utiliseront comme elles le souhaitent. L'autre implication, c'est quoi? C'est que nous allons dire qu'il y a un taux de participation à partir d'un seuil fixé par le fichier électoral, alors qu'il y a des morts dans le fichier électoral.
L'autre jour, Soumaïla Cissé a donné le nom de personnalités maliennes décédées depuis 1 an, 2 ans, etc. Et il a dit, ces personnalités sont dans le fichier électoral, c'est incontestable. Oui. Alors, comment voulez-vous qu'un fichier électoral non nettoyé de façon appropriée soit la base du calcul du taux de participation et la base de l'impression des cartes d'électeurs? Donc, vous créez déjà un matelas pour la fraude. Ça, c'est une chose. S'il vous plaît, parce que vous avez évoqué beaucoup d'autres questions. C'est qu'il y a le chronogramme que le ministère de l'administration territoriale a diffusé parle de la carte d'électeur à partir du 1er juin. Cela veut dire, si vous regardez le chronogramme, vous allez voir qu'il y a identification et remise de la carte à l'électeur à partir du 1er juin. Et M. le Premier ministre a annoncé que les cartes seront là à partir du 20 juin. Vous venez de le confirmer. Les cartes seront là à partir du 20 juin. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 20 jours de retard qui seront accusés par rapport au chronogramme. Ne nous dites pas que dans un délai d'1 mois, on pourra distribuer les cartes d'électeurs dans ce pays immense qui n'a pas de route. Les premières pluies vont tomber à partir du mois de mai et de juin et où il y a l'insécurité surtout. Vous avez posé la question de Kidal, mais les autorités maliennes nous disent comment ils vont distribuer les cartes d'électeurs au centre du Mali, dans toutes ces régions qui sont en feu aujourd'hui, où il y a la violence, où le sang coule ces jours-ci, à Koro, à Djéné, Kouakourou, à Kowa, ainsi de suite, dans tous les secteurs de Diafarabé, dans tous ces villages-là, Mamba et autres, il y a des affrontements intercommunautaires qui sont en cours. À Kemassina, il y a de la violence. Le Premier ministre a dit, avec beaucoup d'émotion, que l'État est de retour dans certaines zones. Il a cité le cas de Diafarabé. Je suis désolé, je le dis, si le drapeau a été replanté sur la sous-préfecture et à la mairie, il n'y a ni le sous-préfet, ni le maire, ni le chef de village qui sont en place. Pour les raisons que vous savez. Vous avez des centaines d'écoles qui sont fermées. Donc, vous avez des milliers d'enseignants qui ne sont pas sur place. 1 millier d'enseignants au moins pour la seule région du centre. Je ne vous parle pas du nord. Or, jusqu'ici, ils ont été des agents électoraux incontestables, même incontournables. Ils ne sont plus là, du fait de l'insécurité. Ils sont partis, comme les préfets sont partis. Même les chefs de village sont partis. Alors, sur qui allez-vous vous appuyer pour distribuer les cartes d'électeurs? On en viendra plus tard. Sur qui allez-vous vous appuyer pour organiser les élections? Okay, il faut que le gouvernement nous dise... Étape par étape. Donc, vous remettez déjà en cause la crédibilité et la transparence de ces futures élections. Je dis du haut de ce micro que vous nous donnez, de cette occasion que vous me donnez, que tel que ce parti, il y a un risque d'élection bâclée au Mali en juillet. Nous sommes favorables à la tenue de l'élection. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'élections bâclées. Nous voulons qu'il y ait des élections un temps soit peu acceptables. Et pour ce faire, il faut que le gouvernement cesse de parler, cesse de faire des déclarations d'intention et se mette au travail sérieusement. Je relève déjà que pour ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs, leur disponibilité à Bamako, au Mali et leur distribution, entre le chronogramme annoncé par le ministre de l'administration territoriale et l'annonce faite par M. le Premier ministre, il y a déjà un retard de 20 jours. Bon, d'accord, nous allons partir étape par étape. Il remet en cause, il signale quelques erreurs que vous reconnaissez. Est-ce que cela ne remet pas en cause la crédibilité et la transparence de ces futures élections? Non, pas du tout. Comment? Pas du tout. Non. Expliquez. Quand il dit que le fichier contient des électeurs décédés, j'ai dit oui, mais dans quelle proportion? Il ne faut pas exagérer. Il y a combien exactement? Êtes-vous à Monsieur Dramé, laissez-le poursuivre. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de radiations. Mais j'ai dit, je ne peux pas dire aujourd'hui que tous les électeurs décédés ont été radiés parce que ces électeurs décédés n'ont pas été déclarés. Leur décès n'a pas été déclaré par les parents. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Ce n'est ni la faute de l'administration territoriale, ni la faute de la délégation générale d'élection. C'est la faute de l'ensemble du système en place. Ça, c'est un 2D. L'ensemble du système en place qui est géré par qui? Oui, l'état civil, en fait. C'est un problème d'état civil. Et c'est pour cela qu'il y a eu le RAVEC, qui encore n'a pas fini.
la phase de pérennisation n'est pas terminée. Sinon, autrement dit, aujourd'hui, tous les décès devraient être enregistrés, toutes les naissances devraient être enregistrées. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés dans cette phase. Pour ce qui concerne le délai, M. Dramé, je voudrais vous rappeler que dans toutes les lois du Mali, la durée de la distribution a toujours été de 30 jours. 30 jours. C'est vrai, je vous concède que le contexte n'est pas tout à fait le même, que peut-être qu'avec l'insécurité dans certaines localités... Justement, la situation sécuritaire... Non, il l'a dit, mais je voudrais qu'il sache que c'est ça. Maintenant, il faut quand même que, honnêtement, nous essayons d'être beaucoup plus réalistes. Aujourd'hui, l'opposition a demandé l'audit du fichier électoral. Nous avons dit qu'il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai déjà dirigé 10 missions d'audit du fichier électoral en Afrique. Déjà, concernant la tenue des élections, est-ce que l'élection présidentielle pourra se tenir sur tout le territoire du Mali? Je ne suis pas en mesure de répondre exactement à cette question. Il ne faut pas confondre ma personne et le gouvernement. Je suis à la tête d'une structure qui n'a pas d'attelage gouvernemental. Mais je suis dans le processus électoral. Donc, il ne faut pas me confondre avec le gouvernement. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là précise. Mais vous assurez que les cartes d'électeurs seront distribuées à Kidal, par exemple? Ne vous en faites pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Mais très récemment, les gens de Kidal ont demandé un enrôlement spécial. Les équipes ont été déployées. 23 équipes ont été déployées à Kidal, à Taoudéni et à Menaka pour un enrôlement spécial. Et il y a eu plus de 1800, je crois 86, autant que je m'en souviens, qui ont été enrôlés. À Kidal, à Menaka et à Taoudéni. Donc c'est pour dire qu'on peut bien distribuer les cartes dans ces conditions, dans ces localités. Maintenant, ce qui est réel. On ne peut plus le faire, vous dites? Non. Je dis on peut bien le faire, parce qu'on a été les enrôler. C'était au mois de mars. Et ils peuvent voter aussi? Mais ils ont été enrôlés. Les dispositions seront prises pour qu'ils puissent voter. Mais j'ai dit, pour ce qui concerne les aspects sécuritaires, je ne suis pas en mesure d'y répondre aujourd'hui parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Et mieux, je ne suis pas dans le détail, je ne suis pas au courant des informations qui sont portant sur les dispositions qui sont en train d'être prises. Partage d'informations et de coordination. Non, parce qu'au niveau de l'armée, c'est sûr et certain. Vous le savez, depuis un certain temps, on assiste à un déploiement des forces armées à l'intérieur du pays. Vous entendez qu'ils ont arrêté, ils ont neutralisé tel nombre de djihadistes, et ainsi de suite. Et vous le savez aussi bien que moi-même. Donc, il y a des opérations en cours. Je ne connais pas les détails parce que je ne suis pas maintenant dans l'armée, même si je suis général de l'armée. Mais il faut quand même que M. Dramé accepte quelque chose. L'audit, c'est eux qui l'ont demandé. Nous avons accepté dans une approche transparente, inclusive et participative, à travers un comité d'audit comprenant deux experts, des éminents experts informaticiens de l'opposition, des experts de la majorité, un expert de la société civile, un expert des partis non alignés, auxquels ont rejoint en fait 4 experts de haut niveau pour mener cette audit-là. Et aujourd'hui, M. Dramé, vous pouvez dire que peut-être vous avez des observations à faire, mais je ne comprends pas le fait que vous rejetez les résultats de cette audit, que vous avez non seulement demandé, commandé, j'allais dire, mais également que vous avez dirigé jusqu'à la fin. Et il y a le document qui a été lu, est signé par les 13 membres du comité d'audit. Par les 13 membres qui ont marqué leur accord pour le résultat auquel ils ont abouti. D'accord, M. Dramé, nous avons parlé du rôle du gouvernement. Il y a un internaute qui pose une question, il s'appelle Djobo Diko, il s'adresse à vous. Pourquoi l'opposition malienne, selon lui, veut détruire ce pays à cause d'un homme? Ils disent tout sans preuve concrète. C'est ça sa question. À cause de quel homme? Il veut parler du président de la République, bien sûr. Mais non, ce n'est pas l'opposition qui cherche à détruire ce pays, ce n'est pas l'opposition qui détruit ce pays. Mais il estime que vous dénoncez sans preuve. Qu'est-ce que nous avons dénoncé sans preuve? À vous de Donc, malheureusement, il n'est pas là. Nous n'avons absolument rien dénoncé sans preuve. Nous avons dit que la préparation de l'élection a commencé en janvier. Personne ne peut contester cela.
Nous avons demandé un audit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons demandé un audit, mais ce n'est pas en janvier que nous avons demandé l'audit. Nous avons demandé l'audit bien avant. Ça, c'est vrai. Alors, et pourquoi maintenant c'est le 27 avril qu'il y a le rapport d'audit, à 3 mois de l'élection présidentielle. Donc attention, non, attendez, cher monsieur, vous avez... Donc, nous ne sommes pas en train, si nous avons posé des questions le 27 avril, Soumaïla Cissé et moi, nous avons posé des questions aux auditeurs. Vous étiez présents, l'occasion n'a pas été donnée aux auditeurs de répondre à nos questions. Vous tentez de répondre aujourd'hui à ces questions. Nous ne rejetons pas les résultats de l'audit. Je le dis encore une fois, nous ne rejetons pas, mais nous posons des questions pertinentes et légitimes. Que vous, en tant que DGE, vous avez fixé le nombre d'électeurs après audit interne, investigation, radiation, etc. Vous avez fixé à 8 462 000. Nous sommes perplexes de voir... C'était 8 464 000. 64. Que les auditeurs sont venus pour fixer à 8 462 000. Nous leur avons posé la question, mais est-ce que cette reproduction, la reproduction de ce chiffre-là pose question? Nous continuerons à poser des questions. Les auditeurs, comme vous-même, ne contestez pas le fait qu'il y a encore des morts sur le fichier électoral et que le nombre de ces morts n'est pas connu. Vous dites, c'est l'état civil, c'est les gens dans les villages. Attendez, vous dites, c'est les gens dans les villages qui ne déclarent pas les morts. Mais les noms mentionnés ce jour-là sont des personnalités dont le décès a fait l'objet d'émissions radio-télévisées. Le chef de l'État était là, c'est passé à la télé. Quelle autre déclaration voulez-vous pour constater que ces personnalités sont mortes? Je ne veux pas citer leurs noms parce que leurs familles sont au téléphone, on ne veut pas faire ça. Mais plusieurs personnalités décédées et la nouvelle du décès est passée à la télé, il y a eu trompette, clairon, remise des décorations et ces personnalités décédées sont dans le fichier électoral. Alors, permettez-nous de poser des questions. Quelle est l'ampleur de ces phénomènes-là? Alors, je dis à votre internaute que ce n'est pas nous qui détruisons le pays. C'est ceux qui gèrent ce pays depuis 5 ans qui ont posé des actes qui ont affaibli et fragilisé le pays, malheureusement. Et c'est pourquoi il est hautement souhaitable pour nous qu'il y ait des élections afin que le peuple souverain du Mali puisse remercier cette équipe dirigée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont fait la preuve de leur échec, de leur incapacité à sortir le pays de l'ornière. Vous parlez de Kidal, vous focalisez trop sur Kidal. Mais Kidal, en juillet 2013, monsieur le délégué général, il y a eu révision des listes électorales dans toute la région de Kidal en quelques heures, entre l'atterrissage et le décollage de l'avion de l'amunissement. Le délégué de la CENI qui a assisté à cette opération a écrit dans son rapport que c'était une immense mascarade, que c'était grotesque et grossier. Donc attention, quand vous nous parlez de ce qui se passe à Kidal, et cela s'est passé sous l'autorité, j'allais dire des autorités chargées des élections, dont la DGE. Donc, la question n'est pas seulement est-ce qu'on aura les cartes à Kidal, cher monsieur, est-ce qu'on aura les cartes à Djoura? Est-ce qu'on aura les cartes à Malimana? Est-ce qu'on aura les cartes à Segoumana? Est-ce qu'on aura les cartes à Mamba? Est-ce qu'on aura les cartes à Mamba? Attendez, à Kouakourou? Justement, c'est une question. Est-ce qu'on aura les cartes? Monsieur Bagayogo Cheksey vous demande à vous, monsieur Sangaré, qu'est-ce que vous allez faire pour amener les cartes? Est-il possible que les populations de Tenenkou, Diafarabé, Tarkint, entre autres, puissent voter le 29 juillet prochain? Si oui, quelles sont les dispositions prises à cet effet? Mais je crois savoir que j'ai dit que je ne suis pas en mesure de répondre aux problèmes sécuritaires. Je m'occupe d'un domaine, le fichier électoral, les cartes d'électeurs, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, l'organisation... Vous rassurez que les personnes qui se trouvent dans ces zones d'insécurité peuvent avoir leur carte d'électeur, mais vous ne pouvez pas rassurer que les élections pourront se tenir dans ces zones. Non, je ne suis pas... En fait, je ne m'occupe pas de ces zones. Il ne peut même pas dire qu'elles auront leur carte d'électeur. Il ne peut même pas dire ça. Il a reconnu tout de suite. Écoutez, je voudrais d'abord que M. Dramé comprenne. Ce n'est pas parce qu'une personnalité est décédée, qu'on a annoncé le décès à la radio, qu'il faut immédiatement le radier du fichier. Non, ce n'est pas comme ça, il y a une procédure. D'accord, monsieur. Il y a une procédure. Monsieur le général, si cette procédure n'est pas respectée, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, je l'ai déjà dit, nous sommes en train de prendre les dispositions pour aller confectionner 8 462 cartes à l'imprimerie nationale qui seront livrées ici à Bamako
au plus tard le 20 juin, et certainement la distribution va commencer au plus tard le 25 juin, pour s'étaler sur 30 jours. Voilà, je peux donner cette assurance. Maintenant, est-ce que entre le 30 juin et le 30 juillet, est-ce qu'on pourra distribuer les cartes les élections se tiendront le 29 juillet? J'ai dit entre la date, au moment où nous sommes en train de parler, et cette date, il y a beaucoup de choses qui vont se passer certainement. Aujourd'hui, qui vont certainement se passer. Des mesures vont être prises. Il peut y avoir aussi encore... Mais sommes-nous sûrs déjà que l'élection présidentielle se tiendra le 29 juillet? Non. Moi, honnêtement, à la faveur de ma modeste expérience, en me référant aux dispositions techniques, je puis dire que l'élection présidentielle, le premier tour du scrutin présidentiel se tiendra le 29 juillet. Je dis bien en me référant aux dispositions techniques qui ont été prises et qui sont en train d'être prises. Maintenant, comme il a si bien dit, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer effectivement dans la danse, tels que il est le contexte que l'élection présidentielle soit reportée? Non. Le report, il faut l'éviter parce que le 29, c'est pratiquement la date limite. Si on doit reporter, on ne peut reporter que d'une seule semaine. D'accord, d'une seule et une seule semaine. Donc l'idéal, c'est de faire les élections. La crédibilité, la transparence de ces élections, vu les préparatifs, comme vous l'avez constaté, vous l'avez dit tout de suite, mais malgré tout cela, vous allez participer à ces élections. Nous souhaitons que ces élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Même si elles ne seront pas crédibles ou transparentes. Nous souhaitons qu'elles ne soient pas bâclées. Oui. Nous souhaitons que le gouvernement sorte des paroles, de l'immobilisme, de l'inaction, pour engager des actions concrètes sur le terrain, apporter des réponses. Que le gouvernement nous dise comment la campagne électorale va être menée au centre du pays, dans les régions de Mopti et de Ségou. Que le gouvernement dise comment il entend distribuer les cartes d'électeurs là où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de chef de village. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air qui règlent ça comme on l'a fait jusqu'ici. Qu'on nous dise comment à Koro, où encore les populations s'affrontent, comment ils vont distribuer les cartes d'électeurs. Il y a plein de villages aujourd'hui qui sont endeuillés, qui sont brûlés. Comment le gouvernement va faire? Monsieur Sangaré dit qu'il n'est pas la personne indiquée pour répondre à cette question. Je voudrais encore une fois répéter, je voudrais tout simplement répéter que je ne suis pas malheureusement la personne indiquée pour répondre aux préoccupations exprimées par M. Dramé, qui sont certainement des préoccupations pertinentes, si vous permettez. Cher général, attendez, c'est moi qui parle. Non, mais attendez, il m'avait donné la parole. Il m'avait donné la parole. 30 secondes, quel est le rôle réel de la direction, de la délégation générale aux élections? Il faut le laisser terminer. Oui, non, mais attendez. 30 secondes. Comment 30 secondes? Vous m'avez donné la parole pour expliquer une chose. Le thème de cette émission, c'est l'état de préparation de l'élection. Oui. Alors peut-être que vous avez appelé la mauvaise personne, qui ne peut répondre que sur un aspect, à savoir le fichier, les cartes d'électeurs et peut-être les bureaux de vote. Nous reviendrons là-dessus. N'est-ce pas? Mais il ne suffit pas seulement d'avoir un fichier sur lequel nous avons des questions, d'avoir des cartes d'électeurs dont la distribution est hypothétique, d'avoir dire l'emplacement des bureaux de vote pour faire une élection. Une élection, c'est un environnement politique, c'est un environnement sécuritaire. C'est là où on voit les conséquences de l'immobilisme du président et du gouvernement que nous avons constaté et dénoncé depuis toujours. Les gens croient qu'on se focalise sur un homme. Alors, mais c'est notre pays qui est en danger. Quelles sont vos attentes le 29 juillet prochain? Que l'élection se tienne, qu'elle ne soit pas une élection bâclée, qu'elle soit une élection régulière. Que pour ce faire, il est important que le gouvernement sorte de son attitude de faire cavalier seul. Est-ce que nous sommes sur ce chemin? On n'est pas sur ce chemin. Vous savez, nous avons écrit... Laissez-moi vous dire une chose. Monsieur Sengaré va répondre à cette question. En toute honnêteté, je ne vais pas parler à la place du gouvernement. Je suis quand même étonné que M. Dramé dise qu'il faut que le gouvernement sorte de son... Mais il y a un cadre de concertation qui a permis la relecture consensuelle de la loi électorale. Il y a un cadre de concertation qui va continuer. Si vous défendez le gouvernement... Moi, je ne défends pas, mais parce que j'ai... Si vous défendez le gouvernement, dites-le comme ça. Général Sangaré, on vous répondra en tant que membre du nous pourrons avoir des élections crédibles et transparentes le 29 juillet prochain? Encore une fois, je le répète,
sur la base des mesures que nous sommes en train de prendre, qui sont prises et ce que nous sommes en train de prendre, je peux vous dire à la faveur de ma modeste expérience que le gouvernement, enfin, le Mali pourra tenir une élection présidentielle crédible et transparente le 29 juillet, si toutes les autres conditions sont réunies. J'insiste beaucoup là-dessus. Merci beaucoup, Général Sangaré. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue. Nos invités, Général Siaka Sangaré, délégué général aux élections DGE, et Tcheblin Dramé, des leaders de l'opposition. Grand dialogue réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diouara. À la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue. Et merci à nos invités. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.